Une nuit d'avril 1970, sous le ciel froid et indifférent de Paris, un homme solitaire s'avance sur le pont Mirabeau. Ce n'est pas un inconnu. C'est l'une des voix les plus déchirantes de la poésie européenne. Un poète dont chaque mot semble gravé dans le marbre de la douleur. Paul Celan, survivant des ténèbres du XXe siècle, s'apprête à faire un geste que personne n'oubliera. Il se jette dans la Seine. Ce n'est pas un acte impulsif, mais le point final d'une vie constamment hantée par l'ombre de la Shoah, les fantômes du passé et ses propres démons intérieurs. Avant ce moment tragique, Celan avait déjà traversé l'innommable. La perte de ses parents dans un camp nazi, l'errance en Europe, le poids insoutenable de la mémoire. Il était devenu l'une des figures majeures de la poésie moderne, reconnu pour ses vers obscurs mais illuminé par une vérité brutale. Pourtant, derrière l'écrivain célébré, se cachait un homme brisé, enfermé dans des crises de paranoïa et une solitude qui le rongeait. Personne n'a jamais pu percer complètement le mystère de cet esprit complexe. On raconte que quelques jours avant sa mort, il écrivait des lettres confuses, comme si les mots eux-mêmes, ses fidèles compagnons, avaient commencé à se retourner contre lui. « Je suis seul avec mes blessures », aurait-il confié à un ami proche. Et cette solitude, plus lourde que n'importe quelle chaîne, l'a poussé au bord du vide. Son corps fut retrouvé plusieurs jours après, emporté par les eaux sombres de la Seine. Le pont Mirabeau, rendu célèbre par le poème d'Apollinaire, devenait désormais un symbole tragique d'adieu. Le monde littéraire fut frappé de stupeur. Comment un poète qui avait survécu au camp pouvait-il être vaincu par ses propres ombres? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un poète disparu. C'est celle d'un homme dont la voix résonne encore, comme un écho douloureux, et dont la fin tragique dévoile une vérité insoutenable. Même les plus grands génies ne peuvent toujours échapper à leurs blessures. Paul Celan, de son vrai nom Paul Anchel, né en 1920 à Czernowitz, une ville alors sous domination roumaine, aujourd'hui en Ukraine. Sa jeunesse est marquée par une atmosphère multiculturelle, où l'allemand, le yiddish, le roumain et l'ukrainien se mêlent dans un bouillonnement culturel singulier. Très tôt, Celan se passionne pour les mots. Mais ces mots, qui seront plus tard son salut et son supplice, naissent dans un contexte d'ombre grandissante, la montée du nazisme et la menace de la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, son existence bascule. Ses parents, tous deux juifs, sont déportés et périssent dans un camp de concentration en 1942. Ce traumatisme indélébile marquera à jamais son œuvre. Celan, quant à lui, survit grâce au travail forcé dans un camp de travail roumain. De cette expérience naîtront ses poèmes les plus célèbres, empreints de douleur, mais aussi d'une quête obstinée de sens. Son poème Todesfuge, Fugue de la mort, reste l'un des témoignages les plus bouleversants de la Shoah, un cri poétique contre l'oubli, un monument de mémoire, écrit dans la langue même des bourreaux, l'allemand. Après la guerre, Celan choisit l'exil. Vienne, puis Paris. Il s'installe dans la capitale française en 1948, une ville qu'il adopte, mais qui ne l'adoptera jamais vraiment. Paris est alors un carrefour artistique et intellectuel en pleine effervescence. Sartre, Beauvoir, Camus façonnent la pensée de l'époque, tandis que les existentialistes envahissent les cafés de Saint-Germain. Mais Celan, lui, reste en marge. Il se sent étranger, prisonnier d'une mémoire qui ne lui laisse aucun répit. Il traduit Shakespeare, Rimbaud, Mandelstam, et publie des recueils qui font de lui un géant de la poésie moderne. Pourtant, derrière les reconnaissances et les prix, se cache un homme instable. Les rumeurs autour de sa santé mentale circulent. On parle de crise paranoïaque, d'une méfiance maladive, voire de séjours dans des cliniques psychiatriques. Sa vie privée est tout aussi tourmentée. Son mariage avec Gisèle Lestrange, artiste graveuse, vacille sous le poids de ses angoisses et de ses absences. Le thème principal qui traverse l'œuvre et la vie de Celan, c'est la lutte contre l'effacement. Comment continuer à parler, à écrire, lorsque la langue elle-même semble contaminée par l'horreur? Comment aimer, respirer, vivre lorsque chaque instant ramène à l'absence? Cette question, Celan la transforme en poème dense, énigmatique, comme s'il écrivait dans un code secret, un langage fracturé où chaque mot est une cicatrice. Mais au-delà de l'œuvre, c'est la figure de l'homme qui fascine et trouble. Il incarne cette génération perdue de survivants, condamnés à vivre avec des souvenirs impossibles à partager. Paris devient son refuge et son tombeau. Chaque rue,
Chaque pont, chaque café, semble l'enfermer davantage dans sa solitude. Le pont Mirabeau, immortalisé par Apollinaire comme un symbole de l'amour qui passe, deviendra pour Celan le lieu de sa dernière rupture, celle avec la vie elle-même. Le drame de Paul Celan ne réside pas uniquement dans sa mort, mais dans le silence terrifiant qui entoure ses dernières années. Était-ce un accident, une pulsion irrépressible ou la conclusion inévitable d'un esprit trop blessé pour continuer? Le mystère demeure. Et c'est ce mystère qui fait de lui une figure mythique, presque sacrée, dans l'histoire de la poésie européenne. Le destin de Paul Celan se lit comme une tragédie grecque, avec ses éclats de génie et ses abîmes de désespoir. Après son installation à Paris, il connaît une ascension fulgurante. Ses premiers recueils comme Maun und Gedächtnis, Pavot et Mémoire, 1952, le consacrent comme un poète majeur. Sa voix unique, faite de silence, de cassures, d'images sombres et mystérieuses, impressionne un public encore marqué par la guerre. Ces mots ne sont pas de simples poèmes, ce sont des fragments d'histoire, des éclats d'os et de mémoire arrachés au camp. Mais plus la reconnaissance grandit, plus Celan s'isole. Dans les cercles littéraires parisiens, on le décrit comme un homme discret, parfois méfiant, toujours hanté. Une légende veut qu'il parlait peu, et que lorsqu'il le faisait, chaque mot semblait peser comme une pierre. Il fréquentait des écrivains comme René Char, mais les amitiés se teintaient rapidement d'ombre et de distance. Un événement inhabituel survient dans les années 1960 et nourrit un scandale silencieux, une querelle avec la veuve du philosophe Martin Heidegger. Celan, qui admirait la philosophie heidegérienne, se retrouve tiraillé par le passé compromis du penseur avec le nazisme. Cette tension intellectuelle et morale nourrit sa paranoïa. Il soupçonne qu'on cherche à salir son nom, à le discréditer. Des accusations d'antisémitisme dans les milieux littéraires l'affectent profondément, car il y voit une répétition du mépris qu'il a toujours subi. Puis viennent les rumeurs. Certains affirment qu'il vivait reclus, passant des heures à écrire des lettres qui ne seraient jamais envoyées. D'autres évoquent une dépendance à des médicaments, conséquence de ses séjours en clinique psychiatrique. Le poète, lui, se sent traqué par des forces invisibles. « On veut m'effacer », confie-t-il dans un moment de lucidité à un ami. Cette phrase résonne comme une prophétie. Le point culminant de cette descente aux enfers arrive à la fin des années 1960. Son mariage avec Gisèle Lestrange, bien qu'empreint d'un amour sincère, est brisé par ses crises de jalousie et de paranoïa. Elle le quitte temporairement, laissant Celan face à lui-même. Dans ses carnets, il note des phrases inquiétantes « Je parle aux ombres, elles me répondent ». Ces mots, d'une intensité presque mystique, montrent un esprit au bord du gouffre. Au printemps 1970, il disparaît. Quelques jours plus tard, la rumeur court dans Paris. Paul Celan s'est jeté dans la Seine depuis le pont Mirabeau. Le geste, d'une ironie tragique, frappe les esprits. Ce pont n'est pas seulement un lieu, c'est une légende littéraire, immortalisée par Apollinaire dans son poème « Sur l'amour et la fuite du temps ». En choisissant ce lieu, Celan semble vouloir laisser un dernier message, une dernière métaphore. Tout passe, même les voix les plus fortes. Les conséquences de sa mort sont immenses. Le monde littéraire européen perd non seulement un poète, mais aussi un témoin de l'histoire. Sa disparition choque particulièrement en Allemagne, où il avait toujours entretenu une relation ambivalente avec la langue de Goethe, cette langue qui avait été celle des bourreaux, mais aussi celle de ses plus beaux poèmes. Les critiques, eux, se déchirent. Certains voient dans son suicide l'expression ultime de son œuvre, d'autres y perçoivent la victoire des forces obscures qu'il combattait depuis toujours. La légende de Paul Celan commence véritablement après sa mort. Des manuscrits inédits, des lettres à Gisèle et à des amis intimes révèlent un homme torturé mais d'une lucidité foudroyante. Il écrivait comme on respire sous l'eau. Chaque mot est une lutte, chaque image un cri silencieux. Ce mélange de génie et de douleur continue de fasciner les lecteurs aujourd'hui. Mais derrière la fascination, une question subsiste. Paul Celan était-il condamné dès le départ? Était-il possible pour lui de survivre au fantôme de la Shoah, à la violence de l'histoire? Ou bien son art, trop proche de la vérité brute, était-il voué à consumer celui qui le portait? Le suicide de Paul Celan n'a pas seulement été un drame intime. Il a révélé, à travers les récits, lettres et témoignages, la violence silencieuse qu'il portait depuis des décennies. On raconte qu'avant sa mort,
Il passait des heures seul dans son appartement parisien, situé rue de Longchamp, écrivant des fragments de phrases sans suite, comme des échos d'un langage brisé. Dans l'un de ses carnets retrouvés après sa disparition, une phrase griffonnée se détache. Le silence est la seule réponse possible. La vérité noire de Paul Celan réside dans son combat permanent contre le souvenir. Pour un survivant de la Shoah, il ne s'agissait pas seulement de vivre, mais de vivre en portant l'indicible. Ses poèmes, aussi beaux qu'énigmatiques, étaient des chants de bataille. Chaque mot semblait lutter contre la mort. Chaque image cherchait à réinventer un langage. Après Auschwitz. Et pourtant, ce langage, qui lui avait donné une voix universelle, devenait aussi une cage. Ses vers étaient souvent mal compris, jugés trop obscurs. Les critiques le disaient hermétique, alors qu'il cherchait simplement à traduire l'indicible en mots. Cette incompréhension le rongeait. Un épisode souvent passé sous silence a marqué un tournant dans son état mental. En 1960, il est accusé de plagiat par Claire Goll, veuve du poète Ivan Goll. Bien que les accusations se révèlent infondées, elles entachent sa réputation et blessent profondément son honneur. Celan, déjà fragile, sombre dans une paranoïa de plus en plus aiguë. Il se convainc que le monde littéraire se ligue contre lui. Gisèle Lestrange, témoin de cette descente, note dans ses lettres. Il me regarde parfois comme s'il voyait un étranger. Les scandales, même discrets, s'accumulent. Des querelles avec des éditeurs, des refus d'apparaître dans certaines anthologies, des malentendus avec ses contemporains le rendent de plus en plus solitaire. En 1967, après un séjour dans une clinique psychiatrique, il confie à un ami « Le monde ne veut pas de ce que j'ai à dire ». Ces mots sont teintés d'un désespoir profond, presque prophétique. La nuit de sa disparition, certains voisins affirment l'avoir vu errer près de la Seine, le regard perdu. D'autres racontent qu'il avait parlé, quelques jours auparavant, d'Apollinaire et de son poème « Sous le pont Mirabeau ». Une manière étrange de dire adieu, comme si ce lieu, déjà chargé d'histoire poétique, devait sceller son destin. La presse réagit avec stupeur. Les journaux parisiens titrent sur la tragédie d'un poète rescapé des camps. En Allemagne, on parle d'un silence définitif qui plane sur la littérature. Mais plus qu'une simple nouvelle, sa mort devient un symbole, celui de la fragilité des survivants, de leur incapacité parfois à se reconstruire dans un monde qui préfère oublier. Dans les coulisses, certains critiques relisent alors son œuvre sous un jour nouveau. Toddes Fuge, écrit bien avant sa mort, prend une dimension presque prémonitoire. Der Tod ist ein Meister au Deutschland. La mort est un maître venu d'Allemagne, écrit-il dans ce poème, comme une déclaration universelle du pouvoir destructeur de l'histoire. Les lecteurs y voient désormais non seulement un cri contre la barbarie, mais aussi un miroir de la propre fatalité de Celan. Les amis proches, eux, témoignent de ces derniers instants avec pudeur. L'écrivain André Dubouchet confie « C'était un homme d'une intensité rare. Mais cette intensité brûlait tout autour de lui, même ceux qu'il aimait. Gisèle Lestrange, bouleversée, n'évoquera presque jamais la mort de son mari, comme si les mots, pour elle aussi, avaient perdu toute valeur. Les réactions du public sont tout aussi fortes. Certains admirateurs organisent des lectures de ses poèmes au bord de la Seine en hommage à sa mémoire. Des critiques littéraires parlent de l'incompréhension comme cause de sa chute. Comment un homme, acclamé pour sa sensibilité et son génie, pouvait-il se sentir si seul au point de disparaître? Et pourtant, derrière la tragédie, un fait demeure. Paul Celan avait laissé une empreinte indélébile sur la poésie européenne. Ses mots, sombres mais incandescents, continuent de hanter et de fasciner. En mourant, il a peu être trouvé la paix qu'il cherchait. Mais il a aussi offert au monde une dernière leçon, celle de la vérité nue, celle qui ne se cache ni derrière les métaphores, ni derrière les silences. Parler de Paul Celan, c'est évoquer un poète qui a transcendé les frontières de la littérature pour devenir un témoin de l'histoire. Notre opinion, au sein de cette chaîne, est empreinte d'admiration et de respect, mais aussi de mélancolie face au destin tragique de cet homme qui n'a jamais trouvé la paix dans la vie. Celan est sans doute l'un des poètes les plus difficiles à classer. Son œuvre ne cherche pas à séduire par des images faciles ou par un lyrisme banal. Elle exige un effort, une plongée dans les fractures du langage et dans la mémoire collective. Chaque mot de Celan est une arme contre l'oubli, une pierre lancée contre l'ombre de la barbarie.
C'est précisément cette dimension qui le rend unique et incontournable dans le paysage poétique européen. Il est fascinant de constater à quel point sa vie et son œuvre sont indissociables. On ne peut lire Todesfuge ou La Rose de personne sans ressentir le poids de ses expériences, la douleur inextinguible de la Shoah, la lutte pour redonner un sens à des mots qui avaient été souillés par le régime nazi. Paul Celan, par son travail acharné, a transformé la langue allemande, la langue de ses oppresseurs, en un outil de mémoire et de résistance. Pourtant, malgré son génie, Celan est resté incompris par une partie du public et des critiques. Certains voyaient dans ses poèmes une obscurité hermétique, une forme d'élitisme littéraire. Et cette obscurité n'était pas gratuite, elle était le reflet d'un monde brisé, d'une conscience incapable de se reconstruire sur les ruines. Nous pensons que cette incompréhension a contribué à son isolement, renforçant ce sentiment d'être étranger partout, même dans les cercles intellectuels où il était célébré. Le scandale avec Claire Goll, les rumeurs d'instabilité mentale, les séjours en clinique psychiatrique, tout cela montre un homme constamment en guerre contre lui-même. Et c'est peu être ce qui rend son œuvre encore plus touchante. Elle n'est pas un simple exercice artistique, mais une tentative désespérée de survie. Si nous devions résumer notre opinion, ce serait ainsi. Paul Celan est une figure tragique mais essentielle, un poète dont la voix brisée parle directement à notre époque, encore marquée par les violences de l'histoire. Ses poèmes ne sont pas seulement des textes, mais des mémoriaux de papier. Et vous, que pensez-vous de Paul Celan? Est-il pour vous ce génie incompris, ce prophète de l'ombre qui a donné un sens nouveau à la poésie? Ou voyez-vous dans sa fin tragique le prix à payer pour porter un tel fardeau de mémoire? Parler de Paul Celan, c'est évoquer un poète qui a transcendé les frontières de la littérature pour devenir un témoin de l'histoire. Notre opinion, au sein de cette chaîne, est empreinte d'admiration et de respect, mais aussi de mélancolie face au destin tragique de cet homme qui n'a jamais trouvé la paix dans la vie. Celan est sans doute l'un des poètes les plus difficiles à classer. Son œuvre ne cherche pas à séduire par des images faciles ou par un lyrisme banal. Elle exige un effort, une plongée dans les fractures du langage et dans la mémoire collective. Chaque mot de Celan est une arme contre l'oubli, une pierre lancée contre l'ombre de la barbarie. C'est précisément cette dimension qui le rend unique et incontournable dans le paysage poétique européen. Il est fascinant de constater à quel point sa vie et son œuvre sont indissociables. On ne peut lire Todesfuge ou La Rose de personne sans ressentir le poids de ses expériences, la douleur inextinguible de la Shoah, la lutte pour redonner un sens à des mots qui avaient été souillés par le régime nazi. Paul Celan, par son travail acharné, a transformé la langue allemande, la langue de ses oppresseurs, en un outil de mémoire et de résistance. Pourtant, malgré son génie, Celan est resté incompris par une partie du public et des critiques. Certains voyaient dans ses poèmes une obscurité hermétique, une forme d'élitisme littéraire, mais cette obscurité n'était pas gratuite. Elle était le reflet d'un monde brisé, d'une conscience incapable de se reconstruire sur les ruines. Nous pensons que cette incompréhension a contribué à son isolement, renforçant ce sentiment d'être étranger partout, même dans les cercles intellectuels où il était célébré. Le scandale avec Claire Goll, les rumeurs d'instabilité mentale, les séjours en clinique psychiatrique, tout cela montre un homme constamment en guerre contre lui-même. Et c'est peu être ce qui rend son œuvre encore plus touchante. Elle n'est pas un simple exercice artistique, mais une tentative désespérée de survie. Si nous devions résumer notre opinion, ce serait ainsi. Paul Celan est une figure tragique mais essentielle. Un poète dont la voix brisée parle directement à notre époque, encore marqué par les violences de l'histoire. Ses poèmes ne sont pas seulement des textes, mais des mémoriaux de papier. Et vous, que pensez-vous de Paul Celan? Est-il pour vous ce génie incompris, ce prophète de l'ombre qui a donné un sens nouveau à la poésie? Voyez-vous dans sa fin tragique le prix à payer pour porter un tel fardeau de mémoire?